Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire organisé par Sapiendo, expert retraite. Aujourd'hui, l'objectif de ces 30 minutes, c'est de pouvoir, bien sûr, en premier lieu, faire un décryptage du projet de la réforme de retraite, mais surtout et essentiellement pouvoir répondre à vos questions. En tant que RH, en quoi cette réforme va avoir des impacts sur votre quotidien et sur les mois à venir en termes de fonction RH. Donc, j'ai à mes côtés le plaisir de vous présenter Valérie Batine, qui est la dirigeante et la fondatrice de Sapiendo Retraite. Bonjour à tous. Le webinaire est prévu pour 30 minutes, mais bien entendu, nous répondrons au maximum de vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on reviendra vers vous pour continuer d'y répondre. Le titre, comme tout le monde a pu le comprendre et l'entendre, c'est « On va décrypter la réforme des retraites autour de quelques questions ». On va poser à Valérie. Donc, je me ferai le plaisir de lui poser les questions que les RH me posent régulièrement ces quelques derniers jours. Et Valérie nous donnera son regard éclairé sur les questions de la réforme. On va demander à Valérie de présenter Sapiendo quand même en quelques mots. Donc, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Sapiendo est une société très spécialisée, donc créée en 2015, donc une relativement jeune société, mais très spécialisée sur le sujet de la retraite. Donc, l'enjeu de Sapiendo, c'est de répondre très facilement aux questions suivantes, qui sont en fait compliquées. C'est à quel âge je vais pouvoir partir à la retraite dans les meilleures conditions, combien je vais gagner, est-ce que j'ai des moyens de partir plus tôt ou de gagner plus. Et tout ça de manière, c'est très important, accessible, rapide et fiable. Donc ça, on y est arrivé grâce à la technologie, en mettant des puissants outils de calcul donc, qui nous permettent de répondre ainsi aux salariés et aux DRH de manière rapide et fiable. Voilà. Donc ça suppose évidemment une excellente maîtrise du cadre réglementaire, parce que, comme vous le savez, ce sont des sujets complexes et très changeants. Voilà, on a un exemple en 2023, mais bon, en fait, c'est très souvent le cas. Et notre rapidité a été rendue possible par l'innovation technologique qui permet à tous nos conseillers de répondre très rapidement grâce à de puissants algorithmes. En fait, on est très sensible à l'approche pédagogique pour permettre à chacun de comprendre le plus rapidement possible ce qui l'intéresse à lui dans sa perspective particulière. Voilà. À chaque fois, faire des grands discours sur les autres aspects qui sont nécessairement moins intéressants en fonction des profils. Voilà. Et donc, grâce à tout ça, on a pu construire une offre adaptée aux besoins de chacun, et là, notamment aux besoins des ressources humaines. Bon, la première question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est cette date de départ à la retraite. Qu'est-ce que ça va changer réellement? Alors, ce qui est très important, Dominique, c'est le réellement. Parce que tout le monde parle de 2 ans de plus, et puisque l'âge légal a été, donc, doit être, c'est pas encore voté, repoussé de 62 à 64 ans. Donc, on a envie de se dire, bah, ça devrait faire 2 ans de plus. Donc, en fait, non, je dirais qu'on est loin des 2 ans de plus, puisque les études d'impact montrent un recul effectif de l'âge entre 1 an et 7 mois. Donc, on verra pourquoi. Donc, ce n'est pas 2 ans de plus pour tout le monde, c'est en moyenne, quand la réforme sera arrivée en plein régime, parce qu'il y a des étapes de passage suivant les générations, 7 mois. Donc, voilà, déjà, il faut quand même minorer l'impact de la régime, l'impact de la réforme. Et vous voyez là, ça s'affiche à l'écran en fonction des générations, l'impact réel en moyenne du nombre de mois travaillés supplémentaires. Donc, on commence petit parce que vous savez que les 2 ans, ce n'est pas tout d'un coup, ça s'échelonne suivant les générations. Et en moyenne, on arrivera à un pic de 7-6 mois. Voilà. Donc, pourquoi? Donc, ce que tout le monde sait, c'est que le recul de l'âge légal va être repoussé de 2 ans. Donc, l'âge légal, c'est quoi? C'est l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir. Mais on verra, il y a des sorts, il y a beaucoup de sorts. Voilà. Mais si on n'est pas dans les sorts, on n'a pas le droit de partir avant 64 ans. Et après, on a accéléré le nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein. Donc, c'était déjà 172 trimestres, mais ça touchait plutôt les jeunes générations, les 50 ans et moins. Et là, ça va être accéléré, ça va déjà toucher les gens jusqu'à 58 ans, c'est-à-dire ceux qui ont 58 ans et moins. Donc, ça va toucher beaucoup de personnes. Et j'en profite pour dire que la grande originalité de la réforme, c'est que ça touche les personnes tout de suite. D'ailleurs, celles qui avaient déjà prévu de partir cette année. C'est ça qui est original. Voilà. Après, les 172 trimestres, ils y étaient déjà, mais ça va toucher les personnes qui se croyaient épargnées, elles ne sont plus épargnées. Voilà. Et bien, donc, je ne serai pas épargnée, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Alors,
je vous ai dit les softs. Il y a beaucoup de softs. C'est ce qui fait que, voilà, on n'est pas à 2 ans de plus, mais à 7 mois. Donc, les softs, c'est quoi? On peut les classer en 2 grandes catégories. Il y a le soft des carrières longues, on va y revenir, et le soft des raisons de santé. Donc, les carrières longues étaient déjà très présentes. Elles le seront, voilà, toujours. Mais ce qui va beaucoup augmenter, c'est les dérogations pour raisons de santé. On va le voir. Il veut dire que ça va changer la proportion du nombre de départs en retraite potentielle. Oui. Donc, le nombre de départs, ça veut dire qu'il va y avoir en moyenne 4 Français sur 10 qui vont partir avant l'âge légal dans le cadre de ces dérogations carrière longue ou raison de santé. Donc, ça commence, c'est plus vraiment des exceptions. On va dire que c'est presque la moitié. Voilà. Donc, les carrières longues, tout le monde connaît, ça existait déjà. Ça permet de partir avant l'âge légal, dès lors qu'on a 2 choses, le bon nombre de trimestres requis validés et un certain nombre de trimestres avant 20 ans. Ça, c'était l'ancienne version. Nouvelle version, on va créer en fait il y aura 4 cas de départ anticipé. Donc, cette réforme, il faut bien le comprendre, hein, elle va rajouter quand même une couche de complexité. Parce qu'il y a toutes ces exceptions, c'est des exceptions en plus qu'il faut bien comprendre. Donc, le concept de la carrière longue est maintenu, c'est-à-dire qu'on part toujours 2 ans avant l'âge légal, donc désormais 62 ou 64 ans. Mais il y aura, je dis souvent, 4 âges différents. Donc, il y aura 62 ans, c'est l'âge de départ anticipé classique. Donc, il me faut avoir des trimestres avant 20 ans et le bon nombre de trimestres requis. Ça, c'est les carrières longues. On a toujours le concept de carrière super longue, qui existait avant, mais qui a été revisité. C'est-à-dire qu'on peut partir à 58 ans ou à 60 ans, dès lors qu'on a des trimestres avant 16 ans, pas grand mot quand même, ou avant 18 ans. Voilà. Et là, il faut un trimestre, un an de plus requis que la normale. Et enfin, il y a eu un dernier amendement, un dernier projet, je ne sais pas si ça sera voté, où il y a un troisième âge de départ anticipé, je dirais un quatrième, c'est 63 ans. Si on a des trimestres avant 21 ans. Donc voilà, il y a 4 âges de départ anticipé, 58 ans, 60 ans, je dirais, ça ne va pas arriver souvent, mais avant 20 ans, ça va arriver souvent, et avant 21 ans, ça va arriver souvent. Et donc, avec chacun, son cadre réglementaire, de quel trimestre je prends en compte, etc. Et tout ça, ça va faire beaucoup de personnes. Et les autres cas dérogatoires qui vont beaucoup augmenter, c'est les départs anticipés pour raison de santé. Alors, on les a recensés. On aura toujours, donc ça va permettre de partir en fait 2 ans avant le nouvel âge légal, 64 ans. Donc on a tout ce qui est invalidité, inaptitude. C'était avant, c'est-à-dire encore aujourd'hui à 62 ans, ça reste à 62 ans. Donc le seul fait que ça n'augmente pas fait que c'est désormais un cas dérogatoire. Donc là, on maintient l'âge légal à 62 ans, on ne recule pas. Donc ça fait beaucoup de personnes, et ça fait entre 120 000 et 150 000 à subir. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Je vous rappelle qu'il y a en gros 800 000 personnes tous les ans qui partent à la retraite. Donc 120 000, c'est beaucoup. Donc là, on maintient à 62 ans. Autre cas de dérogation qui va être très important en chiffres, c'est tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle, on va y revenir. Donc là, on maintient la possibilité de partir 2 ans avant le légal. Donc aujourd'hui, c'est 60, ça va être 62. Donc, et la durée d'exposition, vous savez que ces cas sont accessibles, on va y revenir si on a une maladie professionnelle, mais avant, il fallait avoir été exposé 17 ans à cette maladie professionnelle, c'était beaucoup. Ça va être réduit à 5 ans. Donc ça change énormément. Il y a beaucoup plus de personnes éligibles. Le handicap est maintenu à 55 ans. Voilà. On a un petit peu favorisé l'éligibilité à ces cas parce que c'était assez compliqué quand même d'être éligible à un départ anticipé pour handicap. Voilà. On a assoupli les conditions. Ça reste à 55 ans. Et enfin, on a aussi maintenu les possibilités de départ dans les cas de contamination en vie. Voilà. C'est maintenu, pas de bouleversement. Donc, quand même, beaucoup de changements et de sujets à bien étudier par rapport au sujet de la santé. Deuxième sujet que j'entends beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de RH qui reviennent vers moi avec cette inquiétude de la pénibilité, on va appeler usure professionnelle. En tant qu'RH, je sens que je vais avoir à faire face à beaucoup de choses différentes. Donc, en quoi, si on pouvait être simple et direct, quels sont ces grands changements?
Alors effectivement, ça relie, donc c'est une des catégories de départ pour raison de santé, c'est la pénibilité et l'usure professionnelle. Donc là, il a été décidé de remettre à l'honneur et de beaucoup favoriser tout ce qui est compte C2P, le compte de prévention de la pénibilité. Alors comment? Donc là aussi, ça va être assez complexe et donc on attend les décrets, tout ça n'est pas très précis. Vous savez qu'en fonction de la pénibilité, on obtenait des points, mais ces points donnent droit à certaines choses. En ce qui concerne les points, le nombre maximal de points va être déplafonné, il va être déplafonné. Voilà. Et non seulement il va être déplafonné, mais ça va être plus facile d'obtenir ces points. Parce que les seuils de facteurs de risque qui déclenchaient l'acquisition de points va être abaissé. En fonction des risques et du nombre de risques. Quand on est exposé à plusieurs risques, ce qu'on appelle la polyexposition, va être beaucoup plus facilement cumulable, ce qui ne l'était pas. Donc, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont avoir beaucoup plus de points. Donc, du coup, ces points de pénibilité qui avant ne donnaient pas droit à grand-chose vont vraiment là donner certains droits, dont celui de partir plus tôt. Et dans les études d'impact, on parle de 60 000 personnes supplémentaires pour être éligibles. Pareil, c'est beaucoup. Tout ça mis bout à bout, vous voyez, 120 000 aptitudes, 60 000, on a 200 000, on est à presque un quart du nombre, du flux de personnes qui demandent la retraite. Donc, c'est vraiment des changements considérables. Ça reste encore, on attend les détails, mais l'objectif est. Alors, à quoi servent ces points? Donc, ils servent à partir plus tôt, on va le voir. Ils servent aussi à financer une reconversion des personnes touchées par la pénibilité vers des postes moins pénibles. Donc, ça, effectivement, c'est vertueux pour le système. Et autre chose, alors très importante pour les départs liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, c'est que vous savez, avant, il y avait deux seuils. J'ai une incapacité donc liée à mon activité professionnelle de plus de 20%, et automatiquement, j'acquiers le droit spécifique pour la retraite. Et entre 10 et 20%, il fallait passer par une commission très spécifique, en fait, qui était rarement saisie et qui d'ailleurs rarement donnait des droits réels. Donc là, la saisie de cette commission ne sera plus obligatoire pour les cas d'AT-MP entre 10 et 20%. Donc ça aussi, ça va vraiment ouvrir le nombre de façon considérable des personnes qui vont pouvoir revendiquer un départ anticipé au titre de la TNP. Voilà. Et pareil, le facteur d'exposition, on a dit, réduit de 17 à 5 ans, 7 ans à 5 ans, va aussi énormément augmenter le nombre de personnes éligibles. Donc ça, il va falloir bien avoir en tête tous ces cas, ça va représenter beaucoup de personnes. Donc là, il y a évidemment, comme vous pouvez vous en douter, deux savants, un tableau sur quoi donne le droit à quoi. Bon, on va y passer, on n'a absolument pas le temps. Là, de le voir, il y a déjà des tableaux présents et ces tableaux, voilà. Donc là, ils vont être source de multiples décrets et circulaires qu'il faudra appliquer rapidement. Donc là, on attend les décrets d'application pour ces mesures. J'ai une question dans le film, peut-être avant de vous poser la troisième question RH, elle me semble simple, Valérie, vous allez pouvoir répondre, j'ai dit elle me semble, parce que elle me semble simple et finalement plus complexe. La réforme des retraites prévoit-elle la conversion des trimestres en points? Oui, il y aura un barème. On ne le connaît pas encore, mais il y aura un barème de transfert. Voilà, c'est ce qu'on attend dans les décrets. L'autre question, pour le coup, qui concerne aussi beaucoup de RH, parce que ça veut dire une réflexion organisative dans notre quotidien, c'est la retraite progressive. Quelles sont les évolutions? Parce que forcément, c'est aussi voir quelles sont les contraintes que ça va nous apporter et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on anticipe autrement. Alors, sur la retraite progressive, donc, il prévoit bien dans le projet de loi de l'assouplir. Parce qu'aujourd'hui, on dit tous sur le papier que c'est un bon système, mais en fait, il n'est pas tellement utilisé. Et entre nous, c'est un bon système parce que là, bon, le principe est évidemment maintenu. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on peut partir 2 ans avant l'âge légal, c'est-à-dire à la retraite à temps partiel. On est en partie en activité, en partie à la retraite. C'est maintenu, je dirais de façon à peu près semblable, c'est-à-dire 2 ans avant l'âge légal, ce sera 62 ou 64. Et pour en bénéficier, il faut déjà avoir 150 trimestres. Donc ça, ce sera pas modifié. Voilà. Et le temps partiel doit être compris entre 40 et 80%. Pareil, c'est inchangé.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement de faire pour favoriser ce dispositif? Alors, dans le secteur privé, on va voir, et aussi il l'a rendu, c'est très important pour les études d'impact, il l'a rendu accessible à la fonction publique, ce qui ne l'était pas. Mais si on se concentre sur le secteur privé, voilà des obligations, alors qu'on pesait encore un peu plus, je suis désolée, sur l'employeur, mais l'employeur, s'il a une demande de retraite progressive et donc de temps partiel, s'il le refuse, devra désormais expliciter les raisons de son refus. Il devra expliquer en quoi le temps partiel demandé par le salarié n'est pas compatible avec l'activité de l'entreprise. Il faudra le justifier. C'est la principale mesure. Voilà, il faut garder en tête, il faut vraiment se poser une question politique, de philosophie sur le sujet et avoir des règles strictes en interne pour dire quand est-ce que j'autorise et quand est-ce que j'autorise. Une suppression d'obligation de durée minimale de travail de 24 heures qui a été supprimée. Bon, ça, je ne pense pas que ça joue énormément. Et après, du point de vue du gouvernement, il y aura une simulation des droits à retraite progressive dans l'EIG, donc c'est un formulaire que nous recevons tous à partir de 55 ans. Donc ça va sensibiliser, je pense, les salariés au sujet, parce que pour le moment, ce dispositif n'est quand même pas très connu. Voilà. Donc il va y avoir plus d'informations auprès des salariés et les employeurs devront expliquer s'ils le refusent ou pourquoi. Donc il y aura un peu plus de pression sur le sujet. L'emploi des seniors, parce que forcément, tout le monde en parle, c'est-à-dire que ça va impacter aussi une autre partie, les intégrants. Quelles seront donc, du coup nos nouvelles obligations en tant que RH par rapport à cet emploi des seniors? Donc pour l'emploi des seniors, bon, ce dont on parle beaucoup, à peu près tous les jours en ce moment dans les médias, c'est la mise en place d'un index senior. Donc, pour le moment, on n'a pas trop de précisions sur comment il sera composé, etc. On sait juste qu'il sera désormais obligatoire dans le même des petites entreprises, on parle à partir de 50 entreprises, et s'il n'est pas publié, on parle de sanctions financières. Donc, voilà, donc ça aussi, c'est encore, tout ça, mais toutes ces discussions ne sont pas finalisées, mais dès que les modalités de fabrication de cet index seront connues, il faudra vraiment s'y atteler. Je pense que la publication de l'index, pour le moment, est prévue déjà pour le 1er septembre 2023. Donc, c'est demain. Et dans les entreprises où il y a beaucoup de salariés, ça ne va pas être évident. Voilà. Mais c'est en train, voilà, ça fait partie des choses qui bougent en ce moment beaucoup à l'Assemblée. Donc, c'est difficile de se prononcer. Enfin, il faut tous se préparer à sortir des index. Voilà. Alors, de quelles autres mesures parle-t-on? L'emploi de seniors deviendra un sujet obligatoire dans les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, voilà, en s'appuyant sur les indicateurs de l'index. Ça va vraiment être un sujet de réflexion et de discussion obligatoire. Il va falloir aménager des droits au congé de reconversion pour les salariés les plus exposés à l'usure professionnelle. C'est une chose de reconnaître qu'on a eu un métier pénible après et qu'il y a un droit à la reconversion. Après, il faut aménager dans l'entreprise la reconversion. Donc ça aussi, c'est un sujet. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, etc. Et enfin, il y a le projet de mettre en place un compte épargne-temps universel afin d'aménager son temps de travail tout au long de la carrière. Pareil, ça c'est des modalités pratiques, mais les salariés pourront mettre l'idée de plus en plus de jours de congé ou de temps dans ce compte épargne-temps qui du coup permettra dans les faits de partir plutôt à la retraite. Donc vous voyez, en fait, c'est beaucoup de travail quand même du côté des ressources humaines pour aménager tout ça d'un point de vue de la réflexion et même d'un point de vue de la mise en place très opérationnelle de tous ces outils. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. Alors, la dernière question, hein, il y en aura d'autres, mais celle-ci, la retraite progressive sera-t-elle aussi disponible pour les TNS, les travailleurs non salariés? Alors, elle est déjà. Elle est déjà disponible pour les indépendants. Donc, c'est très, très peu utilisé parce que c'est un concept très particulier pour les indépendants, parce qu'un indépendant n'a pas de temps de travail. Mais il y a un système qui est autour du chiffre d'affaires, qui existe, qui peut utiliser, mais qui existe. Donc là, il n'en parle pas, il est inchangé, mais il existe. C'est une bonne nouvelle. Ça continue, on va dire, pour les travailleurs non salariés. Alors, je vois le temps passer, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, je regarde en même temps dans le fil.
Du coup, notre proposition, c'est de voir comment Sapiens 2 peut accompagner les équipes RH dans ce contexte. Bien entendu, l'idée, c'est de réfléchir ensemble et souvent co-construire ce que l'on peut proposer dans les entreprises. Mais c'est vrai que par rapport aux thématiques qui nous ont été remontées là depuis quelques semaines, on voit des choses qui se profilent. J'ai envie de vous parler de 3-4 éléments. La première, suite à ce que vient de dire Valérie, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de réglementations, et c'est vrai qu'on accompagne beaucoup les équipes RH en formation directement, hein, c'est-à-dire pour pouvoir permettre de mieux répondre au nom du salarié, pour pouvoir avoir un petit peu de vie quand on est en négociation par exemple, mais bien sûr aussi des formations au sens large pour les équipes plus larges, pourquoi pas pour les managers qui sont confrontés à des sujets. Donc voilà, et alors tous nos sujets sont en e-learning, sont en webinar comme on vient de le faire aujourd'hui en présentiel. L'avantage, c'est que la technologie nous permet tout. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et l'avantage, c'est qu'on peut être très technicien. On a bien vu qu'un travailleur, un salarié, c'est pas la même chose que le public ou le privé. Donc on va pouvoir tout à fait orienter des modules très courts ou des choses beaucoup plus longues, puisqu'on a des entreprises où le besoin est plus complexe parce qu'on va avoir différents statuts, par exemple. La deuxième chose, et alors là, c'est le décryptage retraite. Vraiment, cette réforme a généré beaucoup d'anxiété auprès des salariés, des collaborateurs en général. Et c'est vrai que déjà informer est un moyen de lever un peu les inquiétudes. Ça ne veut pas dire que tout est clair, mais en tout cas, pouvoir répondre aux questions va permettre de détendre peut-être, de pouvoir avoir un peu plus de dialogue social si nécessaire, voire même d'anticiper ce qu'on va faire dans les mois à venir. Et là, on a des formules adaptées, mais on va dire des ateliers très courts, parce que les collaborateurs ne sont pas toujours disponibles. Mais ça peut être aussi des journées un petit peu plus longues en fonction du besoin. On se déplace évidemment avec plaisir chez nous, mais ça, c'est vraiment aux besoins de l'entreprise. J'ai envie de rebondir sur ce qu'on a vu avant, Valérie, parce que quand même le but du jeu d'aujourd'hui, c'est cet axe de la réforme. Toutes ces questions GPEC, toutes ces questions administratives, du coup, ça peut aussi d'accompagner la réflexion de comment la retraite peut être un levier, parce que je sais qu'on est tous aussi avec ça, je pense à l'indice senior. Et comment je fais pour regarder ce qu'ont des compétences, comment je transmets ces compétences, ou je fais un transfert de façon on va dire, filer dans le temps. La retraite progressive, de ce que j'en entends, est une très bonne idée. On pourrait tout à fait faire un lien entre les générations, donner du sens aux seniors pour qu'ils restent plus longtemps. Donc, en tout cas, voilà, tous ces dispositifs méritent à être construits avec l'équipe RH. Et bien entendu, la deuxième partie, quand même, à savoir qu'à un moment donné, les gens vont avoir envie de partir, ou en tout cas vont se questionner sur à quel moment c'est le mieux pour moi. Et là, on va accompagner, donc là, au fil de l'eau, soit des demandes, on va faire des bilans de carrière, tout simplement, des bilans de retraite, parce que ça va nous permettre de faire des scénarios différents, et en fonction de ces scénarios, on va se rendre compte à quel moment c'est mieux de partir. Et pourquoi pas, je me dis, je vais rester un an de plus, pourquoi pas en retraite progressive. Donc, c'est parce que j'ai de la donnée et j'ai de l'information claire que je vais pouvoir me projeter différemment. Donc, là-dessus, on va pouvoir accompagner vraiment les équipes RH et nos collaborateurs. J'ai envie de dire que ça va devenir beaucoup plus compliqué aujourd'hui, hein, parce que si vous regardez, rien que les départs anticipés, rien que les âges, on en a désormais 5. On a 64, 63, 62, 60, 58. C'est quand même extraordinaire, et qui va concerner beaucoup de personnes. Et il faut les multiplier par 8, parce qu'avec les générations, ils ne sont pas touchés, tout le monde n'est pas touché d'emblée par ces âges. Il y a plein de tables de passage de 3 mois en 3 mois, y compris pour les trimestres. Donc, ça va devenir extrêmement compliqué pour les salariés et évidemment pour les ressources humaines de s'y retrouver, de savoir, bon, mais moi, à quel âge je peux partir? En fait, il n'y a pas maintenant un âge, puisque 64 ans, vous avez vu que 40% vont échapper aux 64 ans. Donc, il y a plein de dispositifs. Et déjà, ça, c'est assez compliqué à assimiler, parce que d'ailleurs, tous les décrets avec, on fait confiance au législateur pour amener son lot de complexité. Et en plus, on est dans une phase de transition où, jusqu'aux générations 1968, il va y avoir une table de passage. Donc, ça va vraiment être assez compliqué de savoir quel est le meilleur dispositif en fonction du profil. Donc, il faudra vraiment faire des bilans de retraite, je dirais, encore plus qu'avant. Parce que ça va vraiment être plus compliqué. Ça va être plus compliqué.
Après, j'ai envie de vous faire un petit teasing dans le sens où cette année, cette réforme, certes, bouge les lignes, mais on s'est rendu compte après des études de marché, on a fait des micro-trottoirs, enfin, on a vraiment questionné, on va dire, notre écosystème, et on s'est rendu compte qu'au-delà de cette réforme, il y a un vrai sujet de questionnement et d'envie d'information auprès des jeunes. Alors évidemment, quand je dis jeunes, je veux dire les non-seniors qui pourraient être concernés par le bilan immédiat. Et en tout cas, une attente qui s'est vraiment perçue auprès de toutes les personnes et tous les collaborateurs de l'entreprise sur avoir une visibilité sur tout ce qui se passe dans ma vie, en tout cas les grands moments de vie, les enfants, le mariage, les fins d'études, etc. En quoi ça peut avoir ou pas un impact, parce que oui, on se rend compte que ça a un impact en fait sur notre retraite. Donc voilà, il y a aussi cette nouvelle réflexion qu'on vous offre en avant-première. On ne va pas vous faire la démonstration, mais que l'on a appelé Léa. On vous expliquera dans un prochain webinaire le pourquoi du nom. Mais on se dit qu'approcher aussi le sujet de la retraite intergénérationnelle est un bon levier pour les RH parce qu'il y a l'anxiété de ceux qui battent, mais il y a aussi apporter l'information qui est quand même, normalement de mémoire, un petit peu de notre responsabilité de RH à tous nos collaborateurs, quel que soit l'âge. Ça répond aussi un peu à ce côté, j'intègre plus de seniors, je vais faire de la transmission de compétences, etc. Donc une approche globale. Donc ça, c'est notre nouvelle, on va dire, offre qui arrive là sur ce trimestre et qu'on aura le plaisir de présenter lors d'un prochain salon RH au mois de mars. Un coaching dans le temps, au fil de l'eau, pour tous les salariés. Voilà. Les informer à la fois sur tout ce qui se passe au niveau de la retraite par répartition, mais évidemment épargne retraite aussi, qui est souvent disponible dans les entreprises et mal connu, peu méconnu. Voilà. Donner de l'information générale sur tout cet écosystème. Pour revenir aux questions, parce qu'on ne vous oublie pas, une autre question, la retraite progressive s'adresse-t-elle aussi aux conjoints collaborateurs? La retraite progressive s'adresse-t-elle aussi aux conjoints collaborateurs? Alors, les conjoints collaborateurs, il y en a conjoints collaborateurs pour eux. C'est vraiment des notions très spécifiques pour les travailleurs non salariés et eux n'ont pas de retraite progressive. L'autre question qui rejoint ce que je disais, ben oui, tout moment dans notre vie a un impact sur la retraite. Les enfants, alors comment va se passer la récupération des trimestres enfants après la réforme? Alors ça, c'est bien changé. Pour le coup, voilà, il y a peut-être une confusion dans les médias, mais les trimestres enfants, rien ne change, c'est-à-dire que un enfant, la naissance d'un enfant donne le droit quelque part. La naissance à 4 trimestres et l'éducation à 4 trimestres. Donc 4 plus 4, ça fait 8, ça c'est inchangé. Donc quand on est salarié du secteur privé, chaque enfant ouvre droit à 8 trimestres. Ça c'est inchangé. Jusqu'à présent, c'est surtout les femmes qui avaient les 8 trimestres. Hein. Donc c'est ce qui fait que, c'est là où il peut y avoir peut-être une confusion dans les médias. Les femmes d'aujourd'hui ne se sont pas interrompues, elles s'interrompent beaucoup moins que leurs aînés pour éduquer leurs enfants. Donc, elles n'ont pas de rupture professionnelle avant. Et en plus, elles ont les 8 trimestres par an. Donc, les femmes en général, je parle de moyenne, auraient eu de plus en plus tous leurs trimestres à 62 ans, puisqu'elles n'ont pas interrompu leur vie professionnelle. Et à chaque enfant, il y a 8 trimestres, donc 2 ans de plus. Et donc, ce sont elles qui auraient dû avoir un peu plus que les hommes tous leurs trimestres à 62 ans. Donc, ce sont elles un peu plus que les hommes qui vont être touchées par le recul de l'âge légal de 62-64 ans. Mais c'est un effet indirect, je dirais, collatéral. Il y a bien toujours 8 trimestres par enfant. Bon, en revanche, ce qu'il faut avoir en tête, mais ce n'est pas nouveau non plus, c'est que désormais les pères peuvent prétendre à 4 des 8 trimestres. Puisque les 8 trimestres, c'est 4 pour la naissance, ça c'est normal, et 4 pour l'éducation. Et 4 pour l'éducation peuvent être au choix entre père et mère, 100% pour la mère, 100% pour le père ou partagé. Voilà. Donc il y a des réflexions. Par contre, il faut le savoir, parce qu'il y a un formulaire à envoyer entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Ah oui, donc c'est pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Voilà. Mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'à partir du 3e enfant, etc., c'est vrai que la mère, quelque part, elle a trop de trimestres. Dans certains cas, il est vraiment judicieux de partager les trimestres avec le père. Voilà. Ça, c'est des stratégies d'optimisation. Mais ça n'a pas été modifié par la réforme. J'ai pas d'autres questions dans le fil, mais a priori, n'hésitez pas. On arrive dans notre timing, hein, donc franchement, merci Valérie pour cette concision
Et puis pour vos questions, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, vous avez nos 2 mails, bien entendu, à nous envoyer d'autres questions. Ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Et puis, bien entendu, on enverra cette petite présentation aux participants au cours de la journée ou demain. En tout cas, vous l'aurez très rapidement. Je regarde avant de vous dire, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. On va vous envoyer une petite enquête de satisfaction, comme à chaque fois. Ce serait formidable pour répondre à cette enquête de manière à ce qu'on puisse s'améliorer pour le prochain. Voilà. À bientôt. Au revoir.